Bien, l'indo-européen, comme vous dites, est essentiellement une notion linguistique. Dès l'Antiquité, des esprits observateurs avaient remarqué que, curieusement, des verbes comme le latin ago, je conduis, comme le nom de la charrue, aratrum, et puis pater, mater, recouvraient les mots grecs correspondants. Mais ils n'en avaient rien conclu, ou bien quelques-uns avaient conclu que les Romains étaient, d'une manière ou d'une autre, des descendants des Grecs. Et il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle, et même le premier tiers du XIXe siècle, pour que des philologues prissent garde que la plupart des langues de l'Europe, et le groupe formé par les plus vieilles langues de l'Inde et de l'Iran, celle de l'Avesta et du Rig Veda, étaient apparentées. C'est-à-dire descendaient d'une langue commune, préhistorique, non attestée, mais certaine, comme le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, etc., sont des formes évoluées d'une même langue commune, heureusement historique, celle-là est bien attestée, qui est le latin. Alors, avec une grande célérité, par retouches successives, on est parvenu à une image probable, grammaire et vocabulaire, de cette langue préhistorique, et on l'a appelée, sans prétention à dépasser les données, l'indo-européen, signalant simplement que les peuples parlant ces langues vont de l'Inde jusqu'aux extrémités ouest de l'Europe. Eh bien, les Indo-Européens n'ont peut-être jamais formé une unité politique. Ils étaient peut-être composés de races diverses, car naturellement, l'humanité était vieille quand on commence à avoir le droit de parler d'Indo-Européens. Mais il y avait certainement une chose qu'impliquait la communauté de langue, c'était un minimum de communauté de civilisation. Et comme vous disiez, matériel. On sait que les Indo-Européens avaient domestiqué et se servaient magnifiquement du cheval. On savait qu'ils naviguaient, ils ont un nom du bateau, ils ont des noms pour les opérations du tissage, pour la fabrication des pâtes, presque du ciment. Et ça va très loin. Mon collègue benveniste a pu montrer qu'il savait ce que c'était que la carie dentaire. Un dieu indien qui, ayant de mauvaises dents, ne peut manger que de la bouillie, a comme qualificatif karu datin. Datin, c'est le deuxième élément, c'est la dent, c'est le même mot que le latin dens. Et le karu, c'est le radical de caries, c'est-à-dire de la carie dentaire. Et je ne parle pas de l'organisation familiale, et d'une façon générale des institutions. Dès le temps des Indo-Européens, l'organisation familiale existait. Les Indo-Européens n'ont pas laissé de traces signées. Ils ont probablement laissé des traces. Il y a probablement des tombeaux indo-européens, des objets indo-européens dans le sol, mais comme ils n'écrivaient pas, nous ne savons pas si c'était eux ou si c'était des voisins turcs, mongols ou autres. Ils n'ont pas laissé de traces identifiables. Toutefois, pour des raisons convergentes, on en est arrivé à penser que ces Indo-Européens communs habitaient et peut-être remuaient, car il n'est pas sûr qu'ils aient été absolument sédentaires, dans plus ou moins d'espace entre la Baltique et la mer Noire et entre les Carpates et l'Oural. C'est probablement dans le sud-est européen, dans le sud de ce qui est aujourd'hui la Russie, que la nationalité indo-européenne s'est installée. Vous me direz que c'est vaste, mais on ne peut pas préciser davantage. Pour les dates, nous sommes plus au clair. À la même époque, qui est la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, des peuples issus des Indo-Européens arrivent au seuil, ou même pour certains au cœur de ce qui sera leur habitat définitif. Ils s'y installent dans la deuxième partie de ce deuxième millénaire. Le plus vieux texte indien, le Rig Veda, les premiers textes grecs, et puis les textes hittites, c'est-à-dire 3
3 groupes de documents de peuples parlant des langues indo-européennes sont de cette époque-là. Non pas l'ensemble du Rig Veda, mais une partie importante du Rig Veda doit remonter à peu près aux environs de 1500 avant Jésus-Christ. Et maintenant, on a des textes mycéniens de 1300 avant Jésus-Christ. Les Hittites écrivaient aussi à la même époque. Alors on admet que l'unité indo-européenne a dû se briser, a essaimé de tous côtés sur une longue période, car bien entendu tout ça n'a pas dû se faire d'un seul coup, à la fin du 3e millénaire avant notre ère, et donc que cette unité existait, s'était formée un peu plus tôt, ou beaucoup plus tôt, au cours du 4e millénaire ou du 3e. Ce qui est important, c'est de remarquer qu'il y a eu entre l'Indo-européen et les peuples indo-européens qui sont entrés dans la lumière de l'histoire, il y a eu des unités intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas tous séparés, je vous le disais tout à l'heure, à la fois, mais ils ne se sont pas morcelés du premier coup en une infinité de plus petites unités. Quand on dit les Celtes, quand on dit les Italiques, on dit quelque chose de positif. Un gros morceau des Indo-Européens s'est dirigé vers l'ouest, et puis ça a été les Celtes. Mais les Celtes eux-mêmes, ensuite, se sont cassés en morceaux, si bien qu'on a eu les Gaulois, on a eu les Gaéliques d'Irlande, on a eu les Britanniques de Grande-Bretagne, qui à leur tour ont formé une famille. Et au contraire, dans la partie orientale du monde indo-européen, on a eu cette unité intermédiaire que sont les Indo-Iraniens. C'est rien sur le cheval indo-européen, tout ce qu'on peut dire, c'est que partout où ils arrivent, un des moyens de leur conquête, ça a été la cavalerie, et plus exactement la charrerie. Le plus vieux traité d'hippologie qu'on ait a été rédigé par des Indo-Européens au XIIIe siècle avant notre ère. Et surtout, partout où ils sont arrivés, et ils se sont heurtés aux peuples qui occupaient les territoires avant eux, partout où ils sont arrivés avec le cheval qui était alors inconnu. N'est-ce pas ? Le cheval n'était pas connu sur la Méditerranée par les plus anciens Égyptiens, par les Sumériens. Ce sont les Indo-Européens qui l'ont introduit, et l'équilibre ne s'est rétabli entre les Indo-Européens et les peuples qu'ils attaquaient que le jour où ceux-ci ont pu maîtriser le cheval et la charrerie. C'est vrai en particulier pour l'Égypte. Et c'est par bonheur le cas sur la plus grande partie du domaine indo-européen. N'est-ce pas ? Rome n'a pas été en contact avec la Scandinavie avant une époque tardive. Naturellement, il y avait des routes commerciales, mais le commerce ne peut pas entraîner derrière lui une littérature, par exemple, ou bien une religion. Il peut y avoir des influences, certainement, mais non pas des emprunts massifs. Et alors, à plus forte raison, comme je vous le disais, entre les Celtes et l'Inde, ou entre la Grèce et le monde slave.